propose à présent de regarder un cas concret, une attaque sur une PME qui laissera 700 clients sur le carreau. Et il faudra plus d'un an pour revenir à l'état initial. L'incident provoquera même une réorganisation profonde de l'entreprise. Voici le cas de G2SP. C'est un cas exemplaire de risque, de catastrophe, mais aussi et surtout de résilience. Merci d'accueillir son PDG, Bruno Simon. Bonsoir, bonjour, pardon. Alors, si je veux juste vérifier, voilà, merci. Alors, j'ai un frère qui est un universitaire, qui n'est pas du tout dans le domaine, il n'a pas pu s'empêcher, il y a 2 jours, il m'a dit « Je t'ai écrit ta conférence sur le défi de la cybersécurité pour les PME sur ChatGPT », donc je l'ai reçu. J'ai regardé sur mon téléphone, je l'ai partagé avec mes camarades, je la partage avec qui vous voulez. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est un peu général, c'est... Bon, finalement, je me suis dit, je vais rester sur mon histoire, parce que c'est une vraie histoire avec des vrais gens, et c'est le boulot qu'on fait chez G2SP, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, depuis plusieurs mois maintenant, où on va directement au contact des PME pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce terrain-là. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Gérald Ferraro. Gérald Ferraro, c'est le CEO d'une société qui s'appelle Solware. Solware, c'est l'un des plus gros fournisseurs de DMS. DMS, c'est Dealer Management System. Dealer Management System, c'est le système d'information qui équipe tous les distributeurs, tout le réseau commercial des constructeurs automobiles. Le DMS, ça gère l'atelier, ça gère les prises de rendez-vous, ça gère les commandes de pièces détachées, ça gère les commandes de véhicules, ça gère toute la base de données clientèle, ça gère tout. Et Solware propose également de l'hébergement, c'est-à-dire de dire plutôt que d'avoir des serveurs chez vous, on vous fournit le logiciel, on vous fournit tout, mais on peut héberger toutes vos données chez nous. Solware, c'est 150 employés et c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une très belle entreprise qui marche très bien depuis des années. Qu'est-ce qui s'est passé chez Solware? Chez Solware, il s'est passé le 11 août 2021, au petit matin, ils réalisent que toutes les données sur tous les serveurs ont été cryptées, que toutes les sauvegardes ont été effacées, et ils trouvent une demande de rançon installée dans l'un de leurs systèmes. Alors Solware se retrouve à ce moment précis dans une situation de gestion de crise. Tout ce qui était prévention, protection, je rappelle que c'est une société qui est spécialisée dans les systèmes d'information, donc ils savent ce qu'ils font, c'est passé au travers, ils sont rentrés dedans, et on est en gestion de crise. La première chose qui appartient un peu au passé quelque part, mais ils n'ont jamais réussi, même encore à ce jour, ils ne savent toujours pas par où ils sont rentrés. Ils supposent que c'est du phishing et qu'ils ont réussi à récupérer un mot de passe pour rentrer dedans. En revanche, ce dont ils sont sûrs, c'est qu'une fois qu'ils sont rentrés dedans, et les experts dans la salle connaissent bien le problème, ils se sont installés tranquillement et ils ont pris tout leur temps pour préparer leur attaque parfaitement. Et ça s'est vu. Et Gérald, il explique ça très bien, il dit « Moi, quand ils m'ont fait la demande de rançon, évidemment, j'ai réagi comme tout chef d'entreprise en disant « Ah non, non, mais je ne peux pas payer ça, vous ne vous rendez pas compte ?» Ils ont dit « Si, on va vous expliquer comment. Voilà les comptes que vous avez et voilà les actifs que vous avez à droite et à gauche, donc vous avez tout à fait les moyens de payer une rançon comme ça. » Le gros truc dont Gérald Ferraro s'est aperçu le lendemain de l'attaque, parce que sa première réaction, c'était « Ok, les sauvegardes en ligne ont été effacées, très bien. Récupérez-moi les données sur les sauvegardes en ligne. » Et là, il s'est aperçu qu'il était entre deux, en fait. Il avait un ancien système sur bande qui ne pouvait plus accepter le volume de données qu'il avait. Ils avaient prévu de mettre en place un nouveau système. Bref, les gars passent dans le trou. Et au moment de l'attaque, pas de sauvegarde hors ligne du tout. Donc tout est parti. Le truc à noter, c'est qu'il y a eu une enquête de la CNIL sur leur histoire, et que la conclusion de la CNIL, ça a été « Non, non, vous n'avez aucune responsabilité quelque part, vous avez une infrastructure qui est totalement conforme à l'état de l'art. » Bon, on va revenir quand même sur l'histoire des sauvegardes hors ligne un peu plus tard. Toujours est-il que
janvier 2022, donc je vous rappelle, on a commencé le 11 août, donc 6 mois plus tard, en faisant appel à des sociétés externes, ça a été un parcours du combattant, ils ont fini par récupérer les données qui avaient été effacées sur les serveurs de sauvegarde, parce que toutes les données qui étaient cryptées sur leurs serveurs centraux, laissaient tomber. En plus, ils les ont effacées comme ils n'ont pas payé la rançon. Ils ont récupéré toutes les données. Mais, et c'est là où Solware a très bien géré les choses, ils sont très orientés clients, donc ils ont installé chez tous leurs clients, dès le mois de septembre, des serveurs locaux, avec leurs solutions pour que les clients puissent travailler. Une concession, un agent Renault qui n'a pas, un agent Mercedes qui n'a pas ce système-là qui fonctionne chez lui, il ne travaille pas du tout. Donc ils ont installé une multiplicité, 700 serveurs chez tous leurs clients pour gérer tout ça. Bon, évidemment, quand ils ont récupéré toutes les données, il a fallu mettre tout ça ensemble, fusionner le tout. Bref, ils sont revenus à une situation normale vis-à-vis de leurs clients en juillet 2022. Un an. Une année complète. Pour l'instant, on a parlé de technologie, mais moi, ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le coût de l'affaire. Aujourd'hui, à ce stade, documenté, et Gérald Ferraro accepte totalement qu'on partage publiquement ces chiffres, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment dans une action ouverte pour aider le monde des PME à se protéger. Jusqu'à présent, il dit que ça m'a coûté 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est 2 millions pour résoudre les problèmes, 2 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, mais ça, c'est uniquement sur 2021. 2022, il n'avait pas encore les chiffres. Les indemnités clients, là, il y a un volet juridique aussi, 4 millions d'euros. Et puis, il y a ce qui n'est pas chiffré. 30% de ces clients ont dit « écoutez, on ne va pas continuer avec vous ». Et 50% de ces forces de vente, une fois qu'ils ont aidé à gérer la crise dans les premières heures et remis leurs clients en selle, ben, ils ont dit on n'a plus de boulot chez nous, donc on va trouver un autre boulot. Donc ils ont besoin de re-recruter aujourd'hui l'ensemble de ces gens-là. Donc ces 8 millions que vous voyez là, on peut être à peu près sûr qu'on est au-delà des 10 millions. Je vous rappelle, à titre indicatif, que Solware, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc si on veut faire un peu court, on va dire une attaque cyber réussie, le risque encouru pour une entreprise, au-delà de tous les risques dont on parle souvent, ça peut aller jusqu'à une année de chiffre d'affaires. Une année de chiffre d'affaires. Et là, à ce moment-là, après, on a fait un travail avec Gérald pour essayer de comprendre aujourd'hui quelles seraient ses recommandations. Et il est très honnête parce qu'il dit au début, moi je me suis dit vraiment, c'est moi qui suis un imbécile fini, je n'ai pas géré mon truc correctement. D'abord, j'ai fait confiance à mon directeur informatique. Aveuglément, et comme je suis dans un système de délégation managériale, je lui ai fait confiance. Je dis, voilà. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas mettre en place un système de vérification, que les décisions qui étaient prises sur la sécurité étaient contrôlées de manière régulière. Dit autrement, plutôt que de faire confiance à une personne dont c'est le boulot, de mettre en place un processus qui permette des vérifications régulières. Alors je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans cette journée, il y a énormément de grands groupes qu'on entend, donc pour vous, c'est totalement naturel. Mais pour les PME, c'est beaucoup moins naturel de mettre en place ces systèmes de contrôle et de vérification. Ça paraît totalement évident, mais quand il s'est mis à en parler autour de lui, il a découvert qu'en fait, personne ne faisait ça. La deuxième chose, c'est que sur l'histoire des sauvegardes hors ligne, qui pour lui était un truc vraiment s'il y a un 747 qui s'écrase sur son usine, et sur toutes ses sauvegardes, en fait, il a commencé à passer des coups de fil, d'abord à ses copains, qui étaient dirigeants d'entreprise également, et puis il est allé jusqu'à appeler ses concurrents, parce qu'il s'est dit, je ne vois pas pourquoi je ne les préviendrai pas, et il leur a dit, donc on parle de dizaines et dizaines de sociétés qu'il a appelées, qu'il connaissait, en leur disant, si j'ai un conseil à vous donner, regardez vos sauvegardes hors ligne. Alors il y en a qui lui ont dit, c'est quoi? Il y en a d'autres qui lui ont dit, écoute, je pense que ça va. Et il y en a d'autres qui lui ont dit, écoute, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ce qui est intéressant comme chiffre, c'est qu'il y en a la moitié qui l'ont rappelé après et qui lui ont dit, mon Dieu, mais tu nous sauves la vie sur un coup comme ça. Parce que je me suis aperçu qu'effectivement, nos sauvegardes en ligne n'étaient pas correctes. Et comme me disait un de mes camarades, s'il y en a 50% qui ont rappelé, ça veut dire qu'il y en a au moins 80% qui ont trouvé qu'ils étaient défaillants dans le domaine. Donc sur un truc aussi simple que ça, une fois de plus pour des grands groupes, c'est un truc qui est totalement maîtrisé,
Et pour des entreprises qui font 150 personnes et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ben ouais, personne ne s'est vraiment posé la question. Et on peut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, sur le tissu des PME françaises et TPE, c'est un problème qui est sans doute présent à un niveau très élevé. J'espère qu'il n'y a pas trop de hackers qui m'entendent. La deuxième conviction de Gérald, c'est qu'il dit « nous serons à nouveau attaqués ». Et une fois de plus, malgré toutes les précautions qu'on est en train de prendre suite à ce qui nous est arrivé, y compris la formation des personnels, mettre en place des processus, on peut imaginer qu'ils vont arriver à passer une deuxième fois. Il dit donc, en fait, mon objectif, aujourd'hui, compulsif, c'est « je veux pouvoir repartir très vite ». Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je suis inopérant pendant 6 mois et en mode dégradé pendant 6 mois encore au-delà. Il dit, mais le vrai problème, c'est le coût additionnel lié à la cybersécurité. Parce que ce coût-là, aujourd'hui, je ne sais pas le répercuter sur mes clients. Donc ce qui se passe, c'est que je dégrade mes marges par rapport à une concurrence qui est assez sauvage. Alors il dit, bon, j'imagine que mes concurrents sont également très sérieux et également investissent dans la cybersécurité, mais si ça venait à pas être le cas, à ce moment-là, je me retrouve dans une situation défavorable. Et on sait tous qu'il arrive parfois que les clients se jettent sur le moins 10 ans et pas nécessairement sur la meilleure qualité. Donc il dit, c'est pas que j'aime les réglementations, mais si on pouvait envisager à un moment donné de réglementer le truc et de dire, voilà, il faudrait une sorte de certification auditée régulièrement obligatoire pour les entreprises, ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. On va, juste pour prendre un petit peu de hauteur, on va juste rappeler une chose, donc que la gestion de crise ici, c'est-à-dire ce temps qui se passe entre le moment où l'attaque est réussie et le moment où on revient au nominal, c'est bien l'instant absolument indispensable sur lequel il faut travailler avec les PME et les TPE. Sur tous les entretiens qu'on a pu avoir, ce qui apparaît de manière flagrante, c'est qu'il y a un grand amour de la technologie, donc beaucoup de travail sur la protection, un peu de boulot sur la prévention, la formation des équipes, les processus, et alors la gestion de crise, on verra le jour où ça arrivera. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, en fait, l'effort n'est pas fait exactement au bon endroit, au moins pour survivre, pour la résilience. Et d'une manière générale, quand on pose la question « Combien ça vous coûte une semaine d'arrêt ?», il y a un gros blanc, et le directeur général se tourne vers son directeur informatique et lui dit « Vous savez, vous ?» Alors que c'est la dernière personne qui va être capable de répondre à cette question. C'est une question de business. Quels sont les contrats que vous avez? Combien vous allez perdre? Ça, ce n'est pas du tout le problème du directeur informatique. Lui, il est là pour pour mettre en place des solutions qui vont répondre à ce genre de problème. Quelques chiffres, rapidement. 41% des entreprises, toutes petites entreprises, et presque 45% des entreprises qui vont jusqu'à 50 salariés ont déjà eu une cyberattaque. Sur celles qui ont été attaquées, il y en a 20% qui ont subi un préjudice supérieur à 50 000 euros. Ça peut même aller jusqu'à plus de 100 000 euros. 100 000 euros pour une entreprise de 10 personnes, c'est astronomique. Et j'ai très très longtemps cherché un chiffre en disant il y en a combien qui mettent la clé sous la porte après une cyberattaque. Aujourd'hui, tout le monde s'entend à peu près à dire que c'est quasiment 70% qui ne s'en relèvent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'assiette financière. Solware était une entreprise exceptionnelle de ce point de vue-là. Ils avaient l'assiette financière, ils ont eu le bon management, ils ont fait les bons choix. Bon, ça va peut-être aliéner un peu leur capacité d'investissement pendant les années qui viennent, mais ils sont toujours là. Et ils ont toujours 70% de leur portefeuille client, et ça mérite d'être signalé parce que c'est remarquable. Quand on regarde les offres aujourd'hui du marché, on s'aperçoit qu'elles ne sont absolument pas adaptées aux besoins ou aux caractéristiques de ce tissu des PME. Un RSSI expérimenté, 70 000 à 90 000 euros de salaire brut annuel, une PME ne peut pas s'offrir ça. Donc, dans un certain nombre de cas, ils ont trouvé une solution, ils se le partagent, c'est mutualisé. Bon, donc ça veut dire que la personne en question n'est pas là à plein temps. Je ne parle pas des offres de consulting, 1 200 euros par jour, en disant oui, non, mais il faut qu'on passe une semaine chez vous parce que sinon on ne va rien pouvoir faire et on va arriver avec 3 personnes parce qu'on a besoin de couvrir toutes les expertises.
on se retrouve avec des ardoises qui démarrent à 50 000 € et qui vont au-delà. Ça ne fonctionne pas. Imaginez qu'un petit garage, dans un coin, partout, et il y en a des milliers, des dizaines de milliers en France, les bonnes années, il va faire un bénéfice annuel de 20 000 €. Je parle d'un garage avec 4 personnes, 5 personnes dedans. Donc c'est ceux-là qui sont extrêmement exposés aujourd'hui. D'une manière générale, le management de la cybersécurité dans les PME et dans les petites entreprises, c'est fondamentalement un challenge managérial, un challenge sur les organisations et sur l'économique. Et la technique est là, et je crois que c'est Pierre qui a dit ça un peu plus tôt dans la journée, la technique est là pour apporter une réponse à cette solution-là. Et en fait, c'est trop souvent compris comme, bon, il faut que je crée un mur, il faut que je me protège, donc je vais faire venir des gens qui vont mettre en place des systèmes, mais en fait, on ne sait pas exactement quel problème on est en train de résoudre. À part qu'on ne veut pas mourir, mais on ne veut pas mourir, ça veut dire que quand il y a une crise, il faut qu'on la résolve rapidement. Donc ce qu'il faut... Chez G2SP, on est arrivé à la conclusion que ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est une approche ancrée dans la réalité économique et opérationnelle des PME ETI. Alors pour ce faire, il faut un référentiel d'audit rapide. Pas quelque chose qui nécessite de partir pendant des semaines chez le client. Un audit sur site et qui permet d'identifier les principaux trous dans la raquette. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc l'audit rapide, ça je crois qu'on va tous comprendre que plus ça va durer longtemps, plus ça va coûter cher. Donc ça doit directement être indexé sur le chiffre d'affaires, puisque c'est ça, c'est ce risque-là dont on est en train de parler. Mais il faut que ça aille vite. Donc il faut avoir une compétence d'auditeur qui permet de le faire. Sur site, parce que si vous voulez aller vite, et si vous voulez aller du général au particulier sur les défaillances potentielles, prenons l'exemple des sauvegardes hors ligne, par exemple, c'est très facile à identifier, très vite. Il suffit juste de suivre un processus d'audit classique, mais ça se fait les yeux dans les yeux avec les équipes. Ça ne se fait pas en répondant à un questionnaire sur Internet. Et enfin, l'objectif final, c'est le retour à la normale. Dans le cadre d'audit comme ça, on peut regarder effectivement quelle est la nature de la protection, c'est très bien, mais il faut toujours se poser la question de « et si ça passe ? Et si l'informatique est par terre, combien de temps il faut pour que l'informatique redémarre ?» Et cette question-là, dans cette typologie d'entreprise, ce n'est pas toujours de cette façon-là qu'on se la pose. Bon, après, il faut faire des recommandations qui soient économiquement pertinentes. Si on commence à dire, bon ben voilà, vous avez 50 collaborateurs, il va falloir changer toute l'informatique et tous les serveurs parce que de toute façon c'est obsolète, ça ne marche pas. Donc trouver des solutions par étapes qui permettent de réduire le risque progressivement est exactement la bonne approche. Et tout ça, évidemment, en réunissant toutes les compétences requises de processus, d'organisation et de juridique et de technique que j'ai mis à la fin volontairement, puisque, une fois de plus, c'est la réponse à tous les problèmes identifiés sur la liste du dessus. C'est comme ça qu'arrive G2SP, et je vais conclure là-dessus rapidement, pour dire qu'à l'origine, c'est 3 personnes, en fait, qui se sont rencontrées. Bon, on a bossé ensemble pas mal dans le passé. Au-delà de moi, il y avait Youssef Giga. Youssef Giga, ça a été pendant longtemps l'expert en audit interne du groupe Renault. Donc quand il s'agit d'audit, il sait comment faire et il sait de quoi il parle. François Pistre, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est expert des systèmes d'information au sens large, mais qui est expert de tout un tas d'autres choses à côté. Et finalement, moi, qui suis plus dans le domaine de la transformation numérique et son impact sur les systèmes, les produits et les ressources. Bon, il nous manque un peu de compétences par rapport à la liste que j'ai donnée. Donc on a trouvé à l'extérieur un certain nombre de personnalités qui ont accepté de nous donner un coup de main au démarrage pour vraiment cadrer notre réflexion. Donc je voudrais remercier à cette occasion Pierre Gachon qui nous a vraiment aidé à réfléchir de la bonne manière dans notre engagement vis-à-vis des PME et des PMI, qui aujourd'hui est au stade purement des entretiens, parce que la chose dont on s'est aperçu, c'est-à-dire que ce soit François, Youssef, moi et Pierre, tu m'en voudras pas dans une certaine mesure, on vient tous de grands groupes industriels et on est arrivé un peu avec nos gros sabots dans les PME et les PMI, j'irais presque jusqu'à dire avec un petit peu de condescendance, et on s'est très vite aperçu qu'en fait, on ne comprenait pas leur monde. Donc il a fallu faire un gros effort pour les écouter et pour les comprendre. Et aujourd'hui, on commence
avec beaucoup d'humilité, à commencer à comprendre comment ces entreprises fonctionnent et quelles sont leurs priorités à eux et quelles sont les approches qui pourraient leur convenir. Donc ce n'est pas immédiat, mais ça s'est fait comme ça. Et puis finalement, on s'est rapproché il y a quelque temps d'une équipe juridique qui est spécialisée dans la cybersécurité. Donc Gilles Rouvier, Lise Dufour. Je vais m'arrêter là, juste pour vous dire que c'est une expérience superbe à titre individuel de vraiment découvrir un tissu industriel de plus petite taille que celui dans lequel on a opéré jusqu'à présent. Il y a énormément de choses à faire. J'irais jusqu'à dire qu'il y a urgence. Ce sont des entreprises très vulnérables. Et on peut se retrouver avec un pourcentage à 2 chiffres de ces entreprises qui mettent la clé sous la porte dans les années qui viennent si on ne fait pas ce qu'il faut pour ça. J'ai mis mon mail là, donc vous pouvez me contacter ou contacter François qui est ici également plus tard dans la journée si vous voulez en savoir plus sur nous. Merci beaucoup.